Les gens viennent sur cette côte en quête de calme. De grands ciels ouverts, du sable silencieux, des vagues douces venues de l'Atlantique. À première vue, l'endroit paraît intact, presque apaisant. Mais ceux qui y ont passé suffisamment de temps le disent tous à voix basse, cette terre se souvient de tout. Et parfois, elle vous le rappelle. Sur la côte sud-ouest du pays de Galles, juste au-delà des sentiers touristiques habituels, se trouve une région dont les habitants parlent avec prudence. Non pas parce qu'elle est dangereuse aujourd'hui, mais à cause de ce qui s'y est produit autrefois. Bien avant l'arrivée des promeneurs, des propriétaires de chiens et des familles venues chercher la tranquillité, ce lieu a absorbé des siècles de conflits, de peurs et de morts soudaines. Et selon ceux qui l'ont vécu, cette énergie n'a jamais vraiment disparu. Le village voisin semble tout à fait ordinaire. De vieilles bâtisses en pierre. Des routes étroites. Des champs à perte de vue. Les archéologues affirment que des hommes vivaient ici il y a plus de 2000 ans, laissant derrière eux des fragments de poterie et des traces de combats violents qui ont marqué la région. Des forts de l'âge du fer dominaient autrefois la côte. Un château normand y fut érigé plus tard. Chaque époque a laissé sa marque, et tout n'a pas été enterré. Au large, les tempêtes ont parfois mis la côte à nu, révélant les restes de navires qui ne sont jamais rentrés au port. Des bateaux marchands romains. Des transports militaires datant de la guerre civile anglaise. Des navires censés livrer des provisions à des postes côtiers, engloutis par des marées soudaines. Pendant les guerres napoléoniennes, la crainte d'une invasion était si forte que les défenses furent discrètement renforcées le long des plages. Cette côte n'était pas seulement belle. Elle était stratégique. Et mortelle. Mais le chapitre le plus troublant ne s'est pas écrit en mer. Il s'est déroulé à l'intérieur des terres, dissimulé entre dunes et arbres, dans un lieu que des milliers de personnes traversent aujourd'hui sans y prêter attention. Au cœur de la forêt se trouvent les vestiges délabrés de ce qui fut autrefois une usine d'armement royale. Lors de sa création à la fin du VIe siècle, l'emplacement fut choisi pour une raison précise, l'isolement. Le relief vallonné et la densité des bois en faisaient un site idéal pour un travail dangereux, loin des zones habitées. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, l'usine passa rapidement sous contrôle gouvernemental. Des obus, des explosifs et des munitions en sortirent sans relâche. Après une courte période d'arrêt suivant l'armistice, la Seconde Guerre mondiale relança l'activité à une échelle encore plus grande. Des voies ferrées étroites serpentaient entre les arbres, transportant des explosifs vers les ports voisins. Jour et nuit, le site vibrait de bruit, de tension et de mouvement. Une seule erreur suffisait. Et parfois, ces erreurs étaient catastrophiques. Des explosions tuaient des ouvriers sur le coup. D'autres étaient brûlés au point de ne plus être reconnaissables. Les archives mentionnent des accidents dans les années 1880 et durant la Première Guerre mondiale, qui ont anéanti des équipes entières en quelques secondes. Même après la fermeture définitive de l'usine dans les années 1960, le site ne fut jamais reconverti. Les bunkers restèrent en place. Des coquilles de béton lentement reprises par la mousse, les racines et le temps. Et selon beaucoup, autre chose y demeura aussi. Des décennies plus tard, au milieu des années 1990, deux écoliers décidèrent d'explorer les ruines par simple curiosité. Jacob Bignan et son ami Alan ne cherchaient pas le danger. Ils travaillaient sur un projet scolaire. Leur idée était simple, cartographier les bunkers encore visibles dans la forêt. C'était un matin d'été parfait. L'air était chaud. Aucun vent. Le bruit lointain des vagues filtrait à peine à travers les arbres. Ils attachèrent leurs vélos et commencèrent à dessiner les contours de l'ancienne usine. Un bunker menait à un autre, chacun à moitié enterré, envahi par la végétation. Arrivé au 4e ou 5e, Alan se moqua de Jacob, qui refusait toujours d'entrer à l'intérieur. Finalement, Jacob céda. L'entrée était une ouverture sombre creusée dans la terre, avec des marches de pierre menant vers une obscurité pesante. Dès qu'il entra, l'air changea. Il faisait froid. L'atmosphère était lourde. Le faisceau de sa lampe révéla une pièce bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginée. Puis l'odeur le frappa. Au début, il pensa qu'un animal était mort là. Mais plus il avançait, plus l'odeur devenait insupportable. Ce n'était pas seulement la putréfaction. C'était âcre. Chimique.
comme quelque chose qui avait brûlé sans jamais s'éteindre complètement. Il balaya les murs tachés de béton avec sa lampe jusqu'à ce que la lumière s'arrête sur une forme sombre, à mi-hauteur du mur du fond. Une empreinte de main. Enfoncée profondément dans le béton. D'un brun rouge foncé, avec des traînées figées comme si quelque chose avait coulé avant de durcir. Jacob s'approcha, la main sur le nez, l'estomac noué. Puis tout bascula. En une fraction de seconde, le bunker fut envahi par une chaleur intense et une lumière aveuglante. Il eut l'impression que le toit avait disparu. Jacob baissa les yeux et hurla. Ses vêtements semblaient brûler. Fondre. En dessous, sa peau paraissait noircie, détruite. La douleur était insupportable. Il s'effondra, se roulant sur le sol, persuadé qu'il était en feu. Dans un élan de panique, il réussit à remonter les marches et à sortir à l'air libre. Il s'écroula à nouveau, hurlant, tremblant, certain qu'il était en train de mourir. Puis il ouvrit les yeux. Il n'y avait pas de flamme. Ses vêtements étaient intacts. Sa peau n'avait rien. Alan se tenait à quelques mètres, livide. Il avait vu son ami jaillir du bunker en hurlant, se débattre dans une douleur apparente, puis s'effondrer sans la moindre blessure visible. Aucun des deux ne retourna à l'intérieur. Ils laissèrent la lampe. Abandonnèrent la carte. Et quittèrent la forêt sans se retourner. Jacob n'y retourna jamais. Des années plus tard, il se plongea dans l'histoire du site et découvrit les récits d'explosions mortelles. Des ouvriers brûlés au point d'être méconnaissables. Il n'affirma jamais avoir vu un fantôme. Mais les sensations qu'il décrivit, l'odeur de brûlé, la douleur, la vision de son propre corps détruit, correspondaient étrangement à d'autres témoignages apparus plus tard. En 2006, un autre récit fit surface. Gareth Hughes et sa fille adolescente se promenaient dans la forêt par une chaude soirée, près des vestiges de l'ancienne usine. Ils discutaient tranquillement lorsque Ryan remarqua une silhouette plus loin sur le chemin. D'abord, ils pensèrent à un autre promeneur. Mais en se rapprochant, quelque chose clochait. Les vêtements semblaient calcinés. Déchirés. Les parties visibles de la peau étaient sombres, brûlées. La silhouette avançait lentement, la tête baissée. Gareth appela. Aucune réponse. Lorsqu'ils accélérèrent le pas, la silhouette tourna à un virage, et disparut. Le chemin était dégagé. Aucun endroit où se cacher. Pourtant, il n'y avait plus personne. Puis ils sentirent l'odeur. Du tissu brûlé. Du bois calciné. Une senteur chimique persistante. Tous deux l'aperçurent. Aucune explication ne tenait. Ils ne revinrent jamais dans cette zone. D'autres témoignages suivirent. Des promeneurs parlant de silhouettes brûlées entre les arbres. Des cyclistes voyant un homme en haillons disparaître dès qu'on le remarquait. Un garde forestier rapporta, dans les années 1970, que 2 cyclistes avaient vu une forme fumante s'évanouir en plein jour. En 1998, un photographe remarqua sur une photo la silhouette partielle d'un homme brûlé derrière un arbre, absente des clichés pris quelques secondes avant et après. Les sceptiques parlent d'illusion. De lumière. De suggestion. Mais la cohérence des récits trouble. Et puis, quelque chose d'encore plus étrange fut rapporté. Au début des années 2000, 2 agents forestiers, Colin Jenkins et David Evans, inspectaient un sentier isolé. En fin d'après-midi. Le calme absolu. Evans aperçut un mouvement et pensa à un gros chien. Ce n'en était pas un. La silhouette marchait debout. Mesurait entre 1,80 m et 2 mètres. Couverte de poils sombres et épais. Sa tête était allongée, avec un museau étroit et des excroissances semblables à des cornes. Ses bras pendaient presque jusqu'aux genoux. Elle se tenait immobile, les observant. Sans bruit, elle se détourna et entra dans les arbres. Aucun bruit. Aucune trace. Rien. Ils la revirent plus tard. Immobile. Silencieuse. Observant depuis la lisière. Ils quittèrent les lieux plus tôt que prévu. Pendant des années, ils n'en parlèrent pas. Evans étudia ensuite d'anciens récits folkloriques évoquant des figures cornues semblables. Il ne prétendit jamais savoir ce que c'était.
Seulement que ce n'était ni un animal connu, ni une illusion. Certains parlent de coïncidence. D'effets psychologiques liés à un lieu marqué par la souffrance. De résidus chimiques. D'autres pensent que le sol lui-même conserve les moments de terreur extrême et les rejoue parfois. Aucune explication ne couvre tout. Aujourd'hui encore, les gens arpentent ces sentiers. Des enfants passent à vélo près des bunkers rouillés. La forêt semble paisible. Pourtant, certains parlent d'odeurs étranges sans origine. De formes dans la brume. D'une sensation persistante d'être observé. Et c'est peut-être cela le plus inquiétant. Rien ici ne se manifeste ouvertement. Aucun avertissement. Aucun panneau. Juste un paysage silencieux, chargé de souvenirs qui refusent de disparaître. Qu'il s'agisse d'échos du passé, de phénomènes psychologiques ou de quelque chose de bien plus dérangeant, une chose est sûre. La forêt de Pambrey ne révèle pas ses secrets facilement. Et elle ne les laisse jamais vraiment partir.